Movies, l'instant cinéma. Votre émission sur l'actualité cinématographique avec tous les films que l'on a vus. C'est lui qui programme les morceaux musicaux, c'est lui qui va 2 fois par jour au cinéma. Il est en face de moi, c'est Hervé Brie. Bonjour à tous. Et Patrick derrière les manettes qui organise toute notre superbe émission. Patrick Servel. Bonjour. Pour ce second épisode de la saison 4, nous vous proposons de vous parler d'un film sur une femme à la gueule cassée, c'est Ma vie, ma gueule. On a déjà eu la panthère, maintenant c'est un léopard qui nous vient du Tibet, c'est le léopard des neiges. On a aussi la protestation à Téhéran, je vais y arriver, dans ce brûlot politique réalisé par notre ami, le réalisateur Rassoulov. Ce sont les graines du figuier sauvage. FFC ou Francis Ford Coppola nous livre-t-il un grand film ? C'est pas si sûr, c'est Mégalopolis. Et nous irons également sur l'île Maurice dans l'océan Indien. Oui, mais ça se passe au XVIIIe siècle, ce sont ni chien ni maître, et puis c'est un drame. Les marronniers de septembre, ce sont les festivals où Movies ira forcément. On vous en parlera dans cette émission. Voilà donc le programme de votre émission Movies, l'instant cinéma, et c'est l'ami Hervé Brie qui commence à nous causer. Il va nous parler d'un film qui se passe au Tibet, c'est ça ? Le léopard des neiges. Tu l'as dit, à ne pas confondre avec la panthère des neiges, sortie, je crois, il y a 2-3 ans, adaptation verbeuse par Sylvain Tesson de son roman. Ce léopard des neiges-là, lui, nous vient directement du Tibet. Alors on a une équipe de 4 journalistes qui se rend sur les hauts plateaux tibétains pour y tourner un reportage et visiter l'ami de l'un d'eux qui est moine. La longue scène d'ouverture dans un 4x4 qui les y conduit est vraiment superbe, visuellement et du point de vue des dialogues, et moi j'ai été tout de suite captivé. Alors arrivés sur place, ces 4 journalistes vont assister à un imbroglio qu'ils vont s'empresser de documenter. Un léopard des neiges s'est introduit dans l'enclos d'une famille de bergers pour y dévorer des moutons et il y est retenu prisonnier. Alors que va-t-il se passer, sachant qu'un des éleveurs veut le tuer ? Mais c'est une espèce en voie de disparition hyper protégée par le droit international et donc par les autorités chinoises qui sont attendues sur les lieux. Et puis on a ce moine fasciné qui veut le libérer car il se sent en connexion avec cet animal. Voilà pour le début de cette histoire, située entre fable et faits divers, puisque, a priori, c'est tiré d'un événement réel et qui aborde des considérations éthiques, écologiques, spirituelles, mais aussi politiques. Moi, le sujet à tiroir, je l'ai trouvé très intéressant, mais ce que j'ai trouvé de plus fascinant, ce sont les images qu'on voit de cet animal fantastique comme sorti d'un conte et qui occupe une bonne partie du film. D'abord des images documentaires, genre BBC ou National Geographic, qui sont montrées sur l'ordinateur à cette petite communauté par les journalistes et qui sont reprises sur le grand écran. Et puis toutes les scènes de l'animal sur place, absolument bluffantes, en particulier quand il interagit avec les humains protagonistes de cette histoire. Moi, je me suis demandé comment tout ça avait été filmé, tellement ces plans sont visuellement époustouflants.
j'ai découvert le poteau rose après. C'est truffé d'images numériques, greffées au décor réel, mais tellement bien faites que, comme un enfant, moi j'y ai cru, hein, vraiment. J'ai marché. Alors, on a, à côté du récit principal, des histoires connexes qui ont moins d'intérêt, comme les démêlés téléphoniques d'un des journalistes avec sa chérie, ou des passages oniriques liés aux moines. J'ai aussi trouvé qu'il y a un personnage de paysan qui veut se venger de l'animal. J'ai trouvé un peu pénible cela, car l'acteur surjoue et passe son temps à éructer. Bon, alors une petite remarque. Bon, je sais que dans le monde occidental, la culture tibétaine ancestrale est pas mal révérée, voire idéalisée. Hein. Le Dalai Lama, la spiritualité, les bols tibétains, tout ça. Mais nous est montré dans ce film une société rurale ultra patriarcale, hein, où les femmes sont des esclaves, juste bonnes à porter l'enfant et à servir les hommes. Hein. Alors attention, cette remarque est peut-être à prendre avec des pincettes, car le film est adoubé par les autorités chinoises, puisque le Tibet est annexé par la Chine qui contrôle tout là-bas. Donc, je me suis demandé a posteriori si cet aspect du film n'a pas à voir avec une certaine propagande visant à discréditer le caractère archaïque de la civilisation tibétaine. J'ai pensé à ça. Le réalisateur, pourtant, il est tibétain. Il s'appelle Pema Tseden. Et alors, assez curieusement, il est décédé à 53 ans, quelques semaines après avoir achevé ce film, qui est son 8e. Ce qui est étonnant, en fait, c'est que dans la scène d'ouverture, on a quelque chose qui évoque la tragédie qui lui est arrivée. Un des personnages a une crise de mal des montagnes, on est à 5000, 6000 mètres, hein, et ça se traduit par, en fait, un manque critique et soudain d'oxygène. Alors j'ai trouvé que c'était une curieuse prophétie cinématographique. Alors ce film, il est très peu diffusé, me semble-t-il. Hein, donc à l'Utopia de Bordeaux et sans doute dans d'autres petites salles également, mais pas dans les grands réseaux, c'est vrai. Alors maintenant, je crois que tu vas nous parler d'un film, je te laisse dire, Ma vie, ma gueule, c'est ça. Alors à un moment donné, on a « Maman, où t'es ?» C'est la question que posent les enfants de Barberie. Où est-elle cette Barberie ? Barberie Bichette. Barbie pour les intimes. Bon, c'est sûr qu'elle aime pas beaucoup qu'on l'appelle Barbie, mais depuis toute petite, hein, c'est sûr que cette Barberie est devenue Barbie. Alors, on la voit à un moment donné, elle est dans sa salle de bain, elle répond qu'elle va à la salle de gym. Quand elle est à la salle de gym, elle dit qu'il faut la laisser, car elle est dans sa salle de bain et qu'elle va prendre donc son bain. Il y a un jeune homme qui sort de l'ascenseur, Barberie, lui demande « Vous avez bien tiré la chasse avant de quitter la cabine ?» Voilà des moments de ce film. Alors pas facile de suivre Barberie, et même elle, je pense qu'elle a beaucoup de difficultés à se suivre. Alors comment est-elle arrivée à cet état ? Bon, la séparation d'avec son mari, c'est 55 ans ou 60 ans au plus, en fait, on ne sait pas exactement. Bon, c'est sûr que ça doit quelque part un peu la perturber, mais avant tout, Barberie, elle a peur. Même, on peut dire que c'est la terreur qu'elle a. Et on ne sait plus si elle veut, à des moments d'ailleurs, elle se pose la question, est-ce qu'elle veut être chez elle ou dans cette chambre d'hôpital où pour elle, d'ailleurs, tout le monde s'appelle Fanfan. Je pense on pense qu'il y a déjà un bout de temps qu'elle est comme ça, Barberie. Hein. Il y a longtemps qu'elle va voir son psy toutes les semaines. D'ailleurs, c'est elle qui par moments pose des questions au psy. Et bien, naturellement, psy classique ne répond pas aux questions qu'elle peut se poser. Alors, certainement aussi, c'est vraiment sous-jacent dans tout le film. Elle a peur de la mort, cette Barberie. Alors pour écrire et réaliser un tel film, on sent tout de suite que forcément c'est quelque chose qui est basé sur du vécu, certainement le vécu de la réalisatrice. Alors la réalisatrice c'est Sophie Fillière. Alors c'est hasard de la programmation, tu viens de dire que pour le Léopard des Neiges, le réalisateur était décédé quelque temps après la fin du film. Bien là aussi, pour ce film, Ma vie, ma gueule, la réalisatrice, avant la fin, je crois. Sophie Fillière n'a pas
pu aller jusqu'au bout, donc elle n'a jamais vu son film monter. Et ce sont ses enfants qui ont participé au montage final avec des indications bien particulières, bien précises de la réalisatrice. Alors c'est un film qui m'a emporté, j'ai été assez sensible à la poésie. Alors il y a des moments bien sûr qui paraissent un peu rajoutés, comme quand on voit Catherine Philippe, ou plutôt Philippe Catherine, hein, comme elle aime lui faire remarquer, qui apparaît comme ça 2 fois dans le film. Bon, il a composé la musique, on se dit tiens, il est passé, la caméra tournait, il est venu dire 2-3 mots, pas forcément très très drôle. À la fin, on se retrouve sur les îles britanniques. Bon, voilà, il y a des moments comme ça pour lesquels il faut pas forcément essayer de trouver une raison à la mise en place de ces scènes. Alors, donc, j'ai été sensible à ce film, et particulièrement à une interprétation magistrale d'Agnès Jaoui. Alors, on l'avait déjà vu il y a peu de temps, il y a quelques mois, où elle était grandiose déjà, ça s'appelait La vie de ma mère, mais là elle est grandissime, c'est du high level, c'est vraiment une actrice que l'on voit pendant le film, sans maquillage, sans farce, sans rien, qui se pose des questions, qui nous parle, qui se parle. On pense vraiment à des grandes actrices. J'ai pensé à des Gina Rowlands, disparues il y a peu de temps, que l'on pouvait voir beaucoup moins atteinte, mais quand même aussi se posant beaucoup de questions dans le film de Cassavetes, Une femme sous influence. C'est pas un film facile. J'ai de la difficulté à le conseiller, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, en l'ayant vu, en allant le voir, après me dire il se passe pas grand-chose dans ton film. J'ai été déçu. Alors, c'est sûr que, et là, je pense qu'Hervé va certainement nous dire, bon, c'est un peu comme dans la prisonnière de Bordeaux, on ne peut pas faire qu'un film simplement avec une actrice. Ceci dit, hier, on a vu tous les deux un film qui sortira bientôt, le dernier de Ozon, avec une Hélène Vincent qui est grandiose là aussi, mais laisse-moi terminer, oui, et c'est vrai, où il y a une histoire. Donc je le redis, c'est pas facile. Pour moi, ça reste un film poétique. Bon, c'est vous qui voyez, hein. Ouais, moi je suis moins enthousiaste, hein. Ou disons, j'ai été moins touché que toi par ce film. D'ailleurs, j'en attendais beaucoup, hein, peut-être à cause du crédit de sympathie dont bénéficie Agnès Jaoui, et j'ai été un petit peu déçu. J'y ai vu les déambulations d'une bobo, c'est-à-dire bourgeoise, bohème, borderline. Elle est plus que borderline, je pense qu'elle est un peu passée de l'autre côté de la ligne, hein, quand même, hein. Bon, alors c'est bien sûr un festival de l'actrice, hein, qui nous fait des petits sketchs isolés assez drôles et émouvants, c'est vrai, mais ça m'a pas suffi. Je me suis demandé où était l'histoire là-dedans. J'ai trouvé que ça tournait un peu un vide, et le final dans les Highlands, là, un peu limite ridicule quand même. Bon, film testament, sans doute autoportrait de la réalisatrice Sophie Fillière, mais j'ai trouvé de mon côté un peu vain. I go by Ellie Ann, yeah, that's my nickname.
not sad. What if it doesn't work? Then so what? No one to blame, end of the game. What if it doesn't work? Then so what? No remorse, no regrets till my very last breath. I go by any end, yeah, that's my nickname. And I glow in the dark when everything goes insane. Any end, yeah, that's my nickname. Please don't call me that before midnight. I go by any end, yeah, that's my nickname. You like to call me that, I get to sit in the game. Any end, yeah, that's my nickname. I go by any Jusqu'au bout. Hein. Ouais, jusqu'au bout. Très, très joli titre entendu avant le générique de début du Procès du chien de Laetitia Doge dont j'ai parlé la dernière fois en disant du bien. Ça s'appelle Nem, N-E-M. C'est un morceau de 2016 d'un collectif toulousain qui s'appelle Las Aves. Et il avait déjà été utilisé avant dans la série Canal+ d'Argent et de Sang. Ah, ça y est, parce que je l'avais entendu, Ouais, c'était ouais, là. c'est ça. Oui, oui. Alors maintenant, on va à Coppolapolis, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors c'était annoncé comme l'événement du 77e Festival de Cannes. FFC, Francis Ford Coppola est venu présenter en avant-première mondiale son nouveau film Mégalopolis. Et le film était en compétition parmi plus d'une vingtaine de films. Peut-être il était là pour obtenir sa 3e Palme d'Or. Oui, parce que pour mémoire, en 1974, il a eu sa première palme. Il l'avait obtenue... Conversation secrète, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, Oui, t'as vu, il y a de la culture, hein, il y a de la culture dans cette émission. Et c'était un film qui était inspiré du Watergate. Hein. Et c'était interprété de façon magistrale par un Gene Hackman. Ouais. Parano, complètement. Il avait montré là déjà dans ce film, hein, le FFC, une intelligence assez rare dans la mise en scène. Il y avait eu un autre avant aussi que j'avais bien aimé, c'était Les Gens de la pluie. Bon, mais enfin, là, on parle des films où il a eu la Palme d'Or, et c'est 5 ans plus tard, hein, quand on était en 79, quand le jury cannois, à l'époque, c'était Françoise Sagan qui en était la présidente, et ce jury avait décerné ex aequo un pour du Blechtrommel, ou le tambour en bon français, de l'ami Volker Schlondorf, et puis au chef-d'œuvre quand même hallucinant et halluciné qu'est Apocalypse Now. Oui, alors c'est l'apocalypse alors là c'était, et moi j'y étais le 16 mai, Palais des Festivals, théâtre de Claude Debussy, plus de 1000 journalistes du monde entier qui attendaient avec une excitation, on la sentait, hein, mêlée d'une certaine fébrilité, impatients de découvrir le dernier film du maître. Alors, Carnaval des animaux, la musique que l'on entend à chaque fois pour le début de film. Et puis là, eh bien, on se retrouve d'un seul coup au cœur de New Rome, le nouveau New York. Et là, on a César Catilina, un artiste de génie qui a le pouvoir d'arrêter le temps. Et de l'autre côté, on a un maire archi-conservateur, Franklin Cicero. Les deux vont s'affronter. Alors le premier rêve d'un avenir utopique où l'homme retrouverait son épanouissement dans un monde apaisé, idyllique, et l'autre, conservateur, pur jus, à la tête de milices privées, qui reste attaché à ne pas changer son logiciel. Et puis on a la fille de Cicero, qui va être une citoyenne devant une urne de vote, qui va se trouver bien qu'amoureuse du beau César, devra choisir entre ces deux hommes.
Quel choix de société. Alors pourquoi Rome? Pourquoi la Rome antique? Francis Ford Coppola nous dit qu'il est parti d'un événement connu sous le nom de la conjuration de Catilina. Il parle du principe que l'Amérique contemporaine est l'équivalent actuel de la Rome antique et que cette conjuration de Catilina, telle qu'elle est racontée par l'historien Salluste, pourrait se dérouler aux États-Unis de nos jours. Tout comme l'intrigue d'Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad avait été transposée dans le contexte de la guerre du Vietnam dans Apocalypse Now. Pourquoi pas, hein? Tout est possible au cinéma. Donc là, on va avoir des jeux de pouvoir, une démocratie en péril, vient se rajouter réchauffement climatique, écologie, tout est balayé par Francis Ford Coppola. Alors, comme si c'était un premier film, Francis Ford Coppola est là son propre producteur et, je dois le dire, il ne se sent plus filmé, le garçon, là. Alors, beaucoup d'effets spéciaux, des mouvements de caméra, ça nous donne le tournis, c'est même la nausée. Alors, il y a des dialogues, mais qui sont pontifiants, gros, c'est des dialogues, mais comme une grosse crème de gâteau d'anniversaire, comme ça faire les Américains. Là, alors, à la fin du film, je vous assure, hein, il y a eu quelques timides applaudissements, bon, pas de sifflet, mais un silence qui en disait long. Alors, le film, lorsqu'on nous l'a présenté, on nous a dit, bon, embargo, on n'en parle pas tant qu'il n'est pas passé dans le grand auditorium. Bon, alors Megapolis, c'est pas un film de vieux, c'est un vieux film, un film boursouflé. J'ai trouvé que c'était vraiment dommage. Il n'y a eu qu'un seul moment de drôle dans le film, c'est qu'à un moment donné, on voit un homme qui monte sur scène, micro à la main, il nous tourne le dos et il s'adresse à Adam Driver, qui lui est bien à l'écran, et à la manière un peu de la rose pourpre du Caire, on voit Adam Driver qui va lui répondre. Bon, une sorte d'happening qui était aussi proposé dans la grande salle. Je serais étonné que ce soit repris dans le film qui va donc bientôt sortir sur les écrans. Et je ne sais absolument pas si la version qui va être proposée est la même que celle qui était présentée à Cannes. Et Adam Driver, il est pas bien? Oui, il est là, Moi, mais non, mais à un moment donné, quand tu as cette histoire, et tu verras, tu me diras, peut-être que le montage a été complètement refait, il y aura forcément, j'en suis sûr, 10 ou 15% de la population qui va trouver, mais ce film est génial, vous vous rendez compte, c'est une œuvre puissante, c'est un véritable chef-d'œuvre, etc. Grand film maudit. Il y a des chances, comme avait été la Porte du Paradis ou d'autres choses comme ça. Bon, là, il a vendu ses vignes pour faire le film, mais bon, je pense qu'il lui restait quand même un petit peu d'argent. Je pense pas que j'irai le revoir. D'accord. En tout cas, la bande-annonce, moi, malgré ce que tu dis, m'a fait envie. Et il est un peu en latin aussi, ce film, non? Je sais pas. Oh. Il m'a semblé qu'il y Ouais, avait... Oui, bon, en tout cas, oui. il sort la semaine prochaine. Et comme tu dis, peut-être dans un nouveau montage. De quel film déjà vas-tu nous parler? Alors, c'est Les graines du figuier sauvage, dont la presse parle beaucoup en ce moment. Malheureusement, je l'ai pas encore vu. Eh ben, tu vas voir que tu vas y trouver du plaisir. Enfin, je vais essayer de te le vendre là. C'est le dernier film tourné clandestinement du cinéaste iranien Mohammad Rasoulov dans le viseur du pouvoir de son pays. Et maintenant en exil, après avoir fui au printemps la prison de Téhéran. On avait été très impressionnés par son précédent, Le diable n'existe pas. Je te souviens, constitué de 4 moyens métrages uppercut. Je crois bien que c'était notre film de l'année 2021. Alors là, il a voulu mettre en fiction et en même temps documenter la répression du mouvement de contestation qui s'appelle Femmes, Vie, Liberté, né il y a 2 ans, suite à la mort d'une jeune fille dans un poste de police après son arrestation pour mauvais port de voile. Cette jeune femme s'appelait Masha Amini et elle est devenue martyr et symbole de la contestation démocratique en Iran. Le film raconte dans une mise en scène implacable et à la manière d'un thriller l'histoire d'une famille dont le père, qui s'appelle Imam, la quarantaine, vient juste d'être promu juge d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran. Alors, patriarcat étouffant évidemment, mais a priori mari attentionné vis-à-vis de son épouse et papa attentif à ses 2 filles étudiantes. Et tout va déraper quand les mouvements de rue de la jeunesse, en particulier de la jeunesse féminine, vont s'immiscer au sein de la cellule familiale
Et en plus, son arme de service va mystérieusement disparaître. Alors, dans une atmosphère de plus en plus asphyxiante, l'homme va petit à petit faire subir à sa famille ce que le pouvoir des Mollahs, dont il est finalement un des représentants garde-chiourme, fait subir à son peuple. Suspicion, séquestration, extorsion d'aveux et j'en passe. C'est finalement un film sur la paranoïa qui s'empare d'un homme se sentant menacé dans ses certitudes par ses proches. Parabole, je sais pas comment on dit, ou métaphore hautement politique, bien sûr, sur le régime iranien arc-bouté sur son maintien en place, quelles qu'en soient les conséquences sur la population. Alors c'est un huis clos familial vraiment étouffant, tourné dans très peu de décors, l'appartement calfeutré de Téhéran où se déroule une grande partie de l'action, la maison au milieu de nulle part à la campagne, la voiture qui sert de refuge et la ville fantôme pour une scène d'anthologie finale qui m'a évoqué Shining. Alors ce minimalisme a été imposé par la clandestinité du tournage. Le réalisateur a dit d'ailleurs avoir rarement été présent sur place, car il était surveillé. Donc on lui a envoyé les images à distance. Mais cette contrainte stratégique des lieux déserts ou complètement clos sert finalement le propos du film en renforçant l'idée d'enfermement tant physique que mental. Alors la tragédie, c'est ça qui est aussi assez fort, elle n'est pas dénuée d'humour, en particulier par la présence parfois assez mutine des deux sœurs, dont les attitudes nous montrent qu'elles ne sont guère différentes des jeunes filles du monde entier. Ces deux-là sont sans cesse devant leur smartphone à regarder des images clandestines envoyées sur les réseaux sociaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que le film inclut des captures au portable de scènes de manifestations, de femmes jetant ou brûlant leur voile, d'arrestations arbitraires et de matraquages aussi, souvent filmées d'en haut par des fenêtres d'appartements. Ce sont des vraies images documentaires de ce qui se passait dans les rues au moment des soulèvements populaires il y a 2 ans. Elles sont utilisées dans leur format vertical, avec les bandes noires de part et d'autre, donc le téléphone portable comme arme pour la démocratie. Alors quand le cinéma politique est de cette qualité, de cette urgence, de cette puissance, on peut que s'incliner. Bon, je pense que ce sera un des films de l'année pour sûr, gratifié au passage à Cannes où il a débarqué au tout dernier moment, tout juste monté. Il a eu un prix spécial du jury, je crois qu'un prix qu'on a inventé spécialement cette année-là. Le cinéaste accompagne courageusement la sortie de son film dans le monde entier. Il était en visio au Jean Eustache la semaine dernière. À mon avis, il restera dans l'histoire comme une des armes qui aura servi à déboulonner le régime iranien théocratique et liberticide. Bientôt, on le souhaite. Du moins, c'est ce que toute la diaspora iranienne et le peuple là-bas espèrent. J'ai lu hier que l'Allemagne, où est réfugié en fait Mohammad Rasulov, veut proposer Les graines du figuier sauvage comme ticket allemand aux Oscars 2025. Évidemment, décision diplomatique pour soutenir le mouvement démocratique en Iran. Alors moi qui n'ai pas encore vu le film, la signification de ces graines sauvages, ces graines, c'est la jeunesse qui est donc... J'ai pas compris à vrai dire. Ouais. Je voulais éviter de parler de ça parce qu'en fait j'ai pas tout à fait... Je crois qu'il y a un encart au début qui... Oui. Mais j'ai pas forcément vu le lien avec le film. C'est vrai qu'on pense à la jeunesse parce que c'est un film sur l'espoir de la jeunesse iranienne, mais le carton du début m'a pas paru très clair. Alors ce film a aussi obtenu le prix de l'AFCAE. L'AFCAE a décerné Association française des cinémas d'art et essai. Oui, voilà. J'irai le voir, forcément. Je pleure de te voir
moi je ris pour toute la vie. Ma vie si noire, les soirs, je la laissais tomber. Ton regard nénuphar, je l'ai enfin retrouvé. Dis-moi tu manges, je sens tu mens, tu le sais heureux, c'est la peur qui te gîte. La peur qui file, la fausse colère, ça m'a remis trop belle et heureuse. Le cul par terre, la haine au sol, les bras tendus, pousse le plafond, des tunnels où tout danse. En silence, en beau seul ou en saut très haut, dans mes bras, tu danseras et tu riras. Extrait de la bande originale de La prisonnière de Bordeaux, dont on a parlé la dernière fois. Titre entendu sur les génériques de début et de fin. C'est interprété par la vocaliste de jazz qui s'appelle Sarah McCoy et paroles de la réalisatrice Patricia Mazui, qui évoque l'histoire du film, une amitié entre deux femmes de classes sociales différentes. Mon camarade et moi étions partagés pour cette prisonnière de Bordeaux, je me souviens. Hein. Et là, tu vas nous emmener... Alors là, dans l'océan Indien... Ouais, mais pas pour faire le touriste. Hein. Ah bon? Non, bah, pas c'est, trop, pourtant, pas c'est... trop. Alors, ça s'appelait l'île de France, et c'est l'île Maurice. C'est ça. Et c'est pour Ni chaîne, ni maître. Drame historique qui nous raconte une histoire terrible, liée au passé colonial de la France. On est en 1759. Ouais, l'île de France, c'est pas la région parisienne, c'est le nom de l'actuelle île Maurice. C'est à l'est de Madagascar. Et le film nous donne à voir et à ressentir au plus près le destin tragique de Massamba et Mati, père et fille esclaves dans une plantation française de canne à sucre. Alors la jeune fille s'enfuit et une chasseuse d'esclaves est chargée de la retrouver, le père s'évadant à son tour pour tenter de protéger sa fille. De telles évasions sont nommées marronnages et elles sont sévèrement réprimées car évidemment ça donne le mauvais exemple aux autres. Je rappelle quand même qu'on est à une époque où les nègres n'ont pas d'âme, d'après les canons de la religion catholique. Donc tout est permis avec droit de vie et de mort. Rien ne nous est épargné de la violence qui règne au sein de la plantation. Le réalisateur n'a pas voulu édulcorer la réalité, en particulier celle des châtiments endurés, et on va dire que pour les spectateurs, c'est une épreuve aussi. Alors, faut-il en passer par là pour faire comprendre les choses? À chacun de décider, mais je préviens du côté assez graphique quand même de certaines scènes. Le graphique, tu dis, oui. Ouais, oui. c'est-à-dire qu'on voit des choses pas très belles. Le film a des allures un peu de ce que les Américains appellent le survival movie, avec une traque, mais une traque déséquilibrée entre les chasseurs et les pourchassés, les uns à cheval, avec chiens, fusils, longue vue, et les autres pieds nus dans la jungle, mais guidés par l'esprit des ancêtres ou des défunts. Alors c'est le côté un peu mystique, magique, presque fantastique de l'histoire qui n'est pas le plus réussi, je trouve. Le final, par contre, élégiaque, est comme un rêve, ou plutôt un cauchemar apaisé. Je l'ai trouvé vraiment poignant. Alors, côté casting, le rôle principal de Massamba est incarné avec force par l'acteur sénégalais qui s'appelle Ibrahima Mbaye, déjà aperçu dans quelques films français, et on peut dire qu'il donne de sa personne. Camille Cotin, en Amazone cruelle, se sentant investie d'une mission, un rôle auquel on pense pas forcément pour elle, elle est vraiment impressionnante de folie mystique. Et l'impitoyable gérant de la plantation, c'est Benoît Magimel, parfait dans l'ignominie. Il s'agit du premier long-métrage de Simon Monteiro, scénariste de plusieurs succès récents, Boîte Noire en 2021, Goliath en 2022, et donc qui passe à la réalisation. Alors à noter, il vient présenter son travail au public du Jean Eustache de Pessac dans le cadre de l'Unipop Histoire. De quoi s'agit-il, toi? Tu sais, Patrick, sur l'année, chaque lundi,
un ou deux films et une conférence ou discussion avec invités sur un thème historique particulier. C'est la semaine prochaine, je crois, alors on parle le lundi 23 septembre. Pour les détails, voir la Gazette du Jean Eustache via le lien intégré à nos podcasts. Alors, son scénario à ce Simon Monteiro, il est fortement documenté sur un passé assez largement occulté qui concerne l'histoire coloniale de la France. J'ai vu le gros dossier historique destiné aux scolaires qui accompagne le film. Il est vraiment volumineux et montre bien le réalisme des situations montrées dans le film. Alors, l'esclavagisme en Amérique du Nord a souvent été traité dans les fictions américaines. Je pense à la série télévisée Racine en 77, à Amistad de Spielberg, Django Unchained de Tarantino et 12 Years a Slave plus récemment. Mais côté français, très peu, voire pas du tout. Donc ni chaîne ni maître brise certains tabous mémoriels à ce sujet et ce n'est que temps. Alors après, le choix d'en faire un objet à la dramaturgie quand même un peu basique, reposant sur les codes appuyés du cinéma d'action américain, est sans doute discutable, mais c'est quand même louable que la fiction cinématographique s'empare enfin du sujet. Toi, tu l'as vu aussi, Patrick? Oui, alors ce que j'ai appris, en fait, c'est que à cette époque, le noir, le nègre, était considéré vraiment sans âme et se devait, parce qu'il avait été conçu, on l'apprend, enfin moi en tout cas je l'ai appris, le 5e jour, en même temps que les animaux. Alors que le blanc, lui, a été conçu le 6e jour, donc par ordre d'arrivée inverse, le nègre se doit d'obéir aux blancs. Alors, c'est vrai, et ça nous est montré dans le film, que l'esclave, forcément, légitimement, il n'avait de cesse que de fuir. Alors, les sanctions, on nous les rappelle dans le film. Voilà. Première fuite, marquage au fer rouge avec la fleur de lys. La deuxième, c'est quand même oreille coupée et jarret. Alors, j'ai pas trop compris au niveau des jarrets parce qu'après, tendons. Oui, mais il peut plus. Après, c'est plus difficile de travailler. Je trouve que, entre guillemets, ils abîment l'outil de travail. Et puis, alors là, la troisième, s'il y avait une troisième fuite, c'était la condamnation à mort. Alors, tu nous as parlé de cette femme, donc interprétée par Cotin, qui est une chasseuse de primes. On pouvait penser, en voyant le film, qu'elle pourrait être plus progressiste. Oula. Oui, non, on pouvait le penser parce que elle était la seule de l'île qui avait divorcé. Et elle parlait le langage, en plus. Oui, mais religion vraiment chevillée au corps, elle reste fidèle à Dieu, fidèle au roi, et donc elle se doit d'aller chercher le nègre. Alors, le film, tu l'as dit, tu as parlé de survival, ça existe, c'est vraiment un genre qui existe. Moi, ça m'a surtout rappelé un western. Vous savez, des personnages à cheval qui pistent un échappé, bah oui, c'est le western. Alors là, on n'est pas dans la vallée de la mort, ni le désert de l'Utah, pas de monument de vallée, mais on est vraiment dans la jungle épaisse de cet océan Indien. Alors, bon, il y a des moments, moi, qui m'ont un petit peu quand même gêné. C'est des moments où j'y ai pas cru. J'ai pas trop cru justement à cette chasseuse, chasseresse, je sais pas comment on dit, enfin celle qui veut aller rechercher les fuyards. Elle est très très forte, elle arrive vraiment à les suivre. Ça j'ai pas trop trouvé ça grandiose. Et puis tu l'as dit, le côté mystique qui occupe à peu près le tiers final du film, je trouve est un peu lourd. Il y a des effets pour nous montrer que le fuyard est complètement fatigué, donc on a une vision subjective, on le voit en train de voir ce qui se passe, donc tout est un peu flou, etc. Bon, c'est certainement des erreurs de premiers réalisateurs. Ce qui est étonnant, c'est le niveau du scénario que je trouve quand même assez faible, alors qu'il a fait des scénarios très forts, comme celui de Goliath, tu l'as dit, comme celui
également de Boîte Noire. Bon, enfin, donc moi, c'est un film qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Et je dirais, en finale, et je vais rien spoiler, ni chaîne ni maître, ça tombe un peu à l'eau. C'était Georges Delerue, qui a été un des grands compositeurs français de musique de film. J'ai lu plus de 300 à son actif, dont celle de la plupart des longs métrages de Truffaut. On lui doit aussi celle magistrale du Mépris de Godard, et pas que de films français d'ailleurs. Il a eu un Oscar pour la bande originale, je ne sais plus quel film américain. Là, c'était un extrait de celle de La Nuit américaine. J'avais toujours été étonné, justement, en voyant le film de La Nuit américaine, de cette musique, qui classique, fait classique, et voilà, je la trouvais, j'avais toujours trouvé ça un petit peu bizarre. Enfin bon, c'est mon avis. Alors, on a le temps de parler des festivals. Movies retourne dans les festivals à la rentrée. On retourne pour la 3e fois au Festival international du film de San Sébastien, qui s'ouvre en fait aujourd'hui 20 septembre et jusqu'au 28. Le plus grand rassemblement ciné espagnol pour sa 72e édition. Beaucoup de choses au programme, il faudra choisir, c'est-à-dire éliminer parmi les propositions d'une dizaine de sections. D'abord la sélection officielle avec une vingtaine de longs métrages internationaux en compétition. J'ai noté dedans, côté français, le dernier Ozon, quand vient l'automne, dont on a vu hier l'avant-première, on en parlera la prochaine fois. Et le dernier Costa Gavras aussi. On tâchera de piocher pas mal dans cette section. Mais on ira voir aussi du côté de la section Perlac. Perlac, c'est les Perles, une sélection de 15-20 films importants venus du monde entier, la plupart d'ailleurs présentés à Cannes, mais pas encore sortis en Espagne. Certains sont d'ailleurs déjà sur nos écrans, comme Emilia Pérez ou Les graines du figuier sauvage. On peut aussi mentionner les sections Horizon latin, Nouveaux réalisateurs, Cinéma basque, classique. Alors classique cette année, c'est une rétrospective du polar italien des années 60-70. Bon, je cite pas tout. Bref, il y aura de quoi faire parmi, 200 à 250 films proposés aux spectateurs dans une dizaine de lieux. Pardon. Principalement le Palais des Congrès de la ville qui s'appelle le Kursaal. C'est le centre névralgique du festival. Et aussi l'ancien théâtre Victoria Eugenia. Et le centre culturel basque qui s'appelle Tabacalera. Alors, pas mal de beau monde viendra faire un tour à San Sébastien. En plus de toi, Patrick. Alors, côté espagnol, Almodovar. Et de toi, Hervé. Dans le dernier opus, La chambre d'à côté a été récompensée à Venise il y a quelques semaines. Javier Bardem aussi, ils viendront chercher chacun une petite statuette d'hommage. Hommage aussi à Kate Blanchett, tête de gondole cette année.
avec sa photo sur l'affiche de cette 72e édition. Et beaucoup d'autres cinéastes et acteurs invités viennent présenter leur petit dernier, avec d'ailleurs une forte représentation française. En plus d'Ozon et Costa Gavras, j'ai vu Jacques Audiard, Léo Scarax, Isabelle Huppert et d'autres. J'ai vu aussi passer les noms de Johnny Depp, Penelope Cruz, Tilda Swinton, Monica Bellucci, qui sera Maria Callas dans un film présenté. Et puis Carla Sofia Gascon aussi, l'actrice qui incarne Emilia Pérez, etc. Mais nous, on n'y va pas pour voir les people. Ce sera boulot, afin d'engranger des munitions à l'avance pour notre émission. Prêt pour le marathon, Patrick? Alors, t'es prêt, oui? Ah oui, Alors, toujours. c'est Emmanuel, curieusement revisité par la réalisatrice Audrey Diwan, avec Noémie Merlan et Naomi Watts, qui ouvre le bal en première mondiale demain samedi. Moi, ça me dit pas trop. Je crois que j'ai même pas vu la version 74, d'ailleurs. Patrick, qui n'a enlevé que récemment le poster de Sylvia Christel au-dessus de son lit, devrait y courir. Alors, un autre rendez-vous ciné va suivre début octobre. Moins glamour, mais tout aussi intéressant qu'on a découvert l'an dernier. Patrick, tu nous en dis un mot? Oui, ça va avoir lieu du 2 au 6 octobre et c'est là, c'est déjà la 27e édition du festival d'Auch qui s'appelle Indépendance et Création. Ça se passe dans un lieu unique, c'est le Ciné 32, donc au centre de la ville de Auch, donc dans ce département du Gers, département qu'on a découvert l'an dernier, en tout cas Hervé et moi, au travers de ce festival. Alors festival qui est très intéressant parce que il a deux grandes catégories de public. Il y a une partie, ce sont des exploitants qui n'ont pas pu aller, qui n'ont pas vu les films qui ont été présentés à Cannes, parce qu'il faut quand même bien avoir en tête que une grande majorité des films que l'on voit après toute l'année, en tout cas tous les films classés arts-essais, sont généralement présentés au mois de mai à Cannes, et après, pendant toute l'année, ils sont diffusés dans les salles. Et bien là, il y a une partie, donc ces exploitants, qui viennent faire un petit peu leur marché pour savoir prendre les films qui vont correspondre au goût de leur public, et on a l'autre partie, c'est la cinéphilie. Ce sont tous les spectateurs cinéphiles qui existent dans le Gers, et je peux vous assurer qu'il y a du monde. Les séances sont quasiment toutes complètes. Alors là, une trentaine de films. 50. Tout augmente, oui, j'ai mal lu, j'ai lu que la première page du PDF, et une cinquantaine de films sont proposés. Et grande chance, il n'y a que 2 ou 3 films que j'avais déjà vus au mois de mai, donc je vais pouvoir retirer de ma liste. Nous, on y sera, on va y être sur toute la période. Alors, je vous dis, c'est le festival des films qui ont souvent été déjà présentés à Cannes et qui, là, vont être présentés à ce public de cinéphiles. Une ambiance hyper bon enfant, très très agréable. C'est géré par une association, le Ciné 32. Donc une grande partie, ce sont des bénévoles. Ils ont tous la banane, ils ont tous le sourire. C'est vraiment vraiment sympa. Et on peut aller là-bas, pas besoin de smoking. Donc Hervé, il est un peu embêté parce que il aime bien sortir son smoking, mais là il ne l'utilisera pas. Donc on vous conseille, c'est du 2 au 6 octobre, c'est le festival. Le festival de cinéma de Auch. Alors, les liens vers ces 2 festivals sur notre site en bas pour avoir tous les détails. Je signale, Patrick, également, à Bordeaux, 4e édition d'un mini-festival. Je dis mini parce qu'il n'y a que 7 ou 8 longs métrages. Celui du film de justice et droits humains. C'est à l'Utopia, forcément, du 23 au 28 septembre. L'occasion peut-être de voir en avant-première le magnifique L'histoire de Suleiman, dont on ne manquera pas de parler la prochaine fois. Oui, il a été présenté aussi. Ouais, et il a même été récompensé 2 fois à Cannes. Oui, il a été aussi présenté au Jean Eustache. C'est vrai. Dans le cadre de l'Unipop aussi. Oui, il va l'être, il l'a pas Il encore. l'a été. Ah bon, d'accord, j'ai rien dit. Il faut suivre un petit peu. J'ai rien dit. Est-ce que tu veux un peu de musique ou on part Non, on va à 2e couche.
Ah bah la deuxième couche, oui. Alors qu'est-ce qui nous vient à l'esprit pour cette deuxième couche ? Forcément, si vous n'avez pas encore vu, comment ça, vous n'avez pas encore vu Emilia Pérez, il faut aller voir ce film. Et c'est bien, il est inclassable. J'ai entendu des gens qui disent c'est pas crédible. Bah oui, c'est pas crédible. Et alors, c'est un film de cinéma et c'est le film d'Audiard et ça va dans tous les sens. Et moi, j'ai adoré. Moi qui n'aime pas les comédies musicales, là, bah ça chante juste quoi. Et ça danse bien. Et j'ai vu que c'était peut-être le ticket français pour présenter aux Oscars. Oui, il a fait, il est passé devant Le Comte de Monte-Cristo, qui lui a quand même dépassé les 8 millions. Hein, c'est bien. C'est bien que aussi des films de grande d'envergure, enfin des gros budgets, mais bien réalisés, avec une belle histoire, une belle interprétation, un film qu'on a aimé tous les deux. Oui, il est encore à l'affiche. Il est toujours à l'affiche, donc vous pouvez aller le voir. Il fait partie de la deuxième couche. Alors, tout à l'heure, tu l'as dit, on était un peu partagé sur cette prisonnière de Bordeaux. Voilà. Patricia Mazui, ouais. Oui, bon, toi, tu as aimé, moi, un peu moins. C'est le duel Afsia Herzi et Isabelle Huppert qui est quand même magnifique, le duel des deux acteurs. L'autre film qui se passe, qui parle de l'Iran au travers du sport et au travers du judo, comment une athlète iranienne, comment on lui demande d'être blessée, de faire forfait, parce qu'elle risque de combattre une Israélienne. Film noir et blanc, film très fort. Tatami s'appelle, oui, il faut bien dire le titre. Alors, un thriller judiciaire réussi, et avec Daniel Auteuil, c'est Le Fil. Alors, toujours dans un prétoire, mais comédie judiciaire cette fois, le procès du chien, prétexte à évoquer les rapports homme-animal et avec Laetitia Doche. Moi, j'ai beaucoup aimé Langue étrangère, dont on a parlé la dernière fois, un échange linguistique franco-allemand entre deux adolescentes. Là aussi, un prétexte à ausculter avec finesse, j'ai trouvé, la jeunesse européenne contemporaine. Alors les Américains, ils ont les frères Cohen. Nous, en France, on a soit les frères Dardenne, soit on a les frères Darieux. Ils sont belges, les frères Dardenne. Mais c'est pareil, les Belges sont français. Et en tout cas francophones. Il s'agit de la balade de Jim avec Karim Leclou, que l'on voit de plus en plus. Et on va surtout pas s'en plaindre parce que c'est un grand acteur. Très beau mélo sur la paternité, la balade de Jim. On a repéré quoi, les prochaines sorties qui risquent de nous intéresser? Il y en a une. Emmanuel, je sais pas. Non, franchement, c'est quand même curieux, ouverture du Festival de Saint-Sébastien et Audrey Diwan qui reprend ça avec Noémie Merlan. Bon. J'arrive pas à comprendre comment on peut refaire un film. Je sais pas. C'est sans doute une relecture féministe. Ça va être une relecture, forcément. C'est un peu comme dans la cuisine. On revisite. Je vous ai revisité cette daube, voilà. Alors. Moi, j'ai pas fait exprès. Alors, Joker. Moi, j'irai voir le Joker. Folie à deux. On peut s'attendre à une surenchère par rapport au premier. C'est toujours avec Joaquin Phoenix. Et là, la deuxième, ce sera Lady Gaga. Oui, mais elle est pas mal, Lady Gaga, quand elle joue. On l'avait trouvé très bien. Dans certains films qui sont par ailleurs pas forcément bons, d'ailleurs. Il y a, quand vient l'automne, alors que pour nous, dans le viseur, il a été déjà visé. On peut déjà vous dire que l'on met un visa favorable à ce film. On vous en parlera dans une prochaine émission. Thriller rural et familial, on va dire. On peut dire ça. Ouais, et surtout... Mais n'en dis rien. Non, mais surtout comment filmer deux actrices merveilleuses dans ce film. Une Josiane Balasco qu'on a redécouvert dans ce film d'Ozon. Alors, il y en a un que j'ai pas... Tu l'as pas vu déjà, All We Imagine As Light? Si, c'est le Grand Prix à Cannes cette année. C'est d'une jeune réalisatrice indienne. Et j'en ai pas un très bon souvenir. Tu l'as mis dans le viseur quand même. Ouais. Voilà, il est temps de nous dire au revoir, peut-être. On rappelle que on trouve l'intégrale de Movies saison 1, 2, 3, 4 en podcast, l'instantciné.fr, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Et on a même une adresse mail movies, M2OVI2Z,
@orange.fr. On se retrouve dans une quinzaine autour du 4 octobre. D'ici là, il y a le choix pour voir des films de la rentrée en salle. N'hésitez pas à passer vos journées de pluie de septembre au cinéma. Au revoir.